tous les deux d'avoir accepté l'invitation de venir parler sur Pachamama de votre expérience en commun. Donc, on aura un peu les deux sons de cloche. On va vous en dire un peu plus sur l'expérience qu'ont vécu du coup Thomas et Nicolas. Est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être pour démarrer? On va commencer simple. Vas-y, Nicolas, je t'en prie. Ah là là, on commence déjà. Bon, ouais, je commence. Du coup, Nicolas, donc, je suis dans le produit depuis 5-6 ans, avec un profil ultra technique. J'ai commencé comme dev. J'ai fait 4-5 années de dev avant de passer assez naturellement sur le produit. Voilà. Un jour, je me suis réveillé et je me suis rendu compte que je parlais plus aux utilisateurs que je n'écrivais de code. Et mon manager m'a dit il va falloir changer de boulot. Et voilà. Et depuis, je suis hyper content de faire du produit. J'ai fait ça dans pas mal de boîtes différentes et aujourd'hui, je bosse chez Cybele Angel comme du coup staff product manager. C'est Dont on va parler aujourd'hui. tout l'enjeu de cette interview. Et donc voilà, j'en dirai pas plus, comme ça laissera de la place pour la question. Très bien. Moi, du coup, pour faire dans la diversité, j'ai un profil aussi très très technique. Non. Globalement, on a un profil qui est assez similaire. Moi aussi, j'ai fait. On a même fait la même école d'ingé d'ailleurs. On a fait la même école d'ingé. J'ai fait du développement aussi. Du coup, chez Cybele Angel, que j'ai rejoint très très tôt, au tout début. Il y avait globalement premier dev. Et j'ai fait du développement pendant 1 an avant de globalement arriver sur le même truc. Moi, ce qui a été mon déclic, ça a été la première levée de fonds, où finalement, j'ai plus pris plaisir à construire la vision, on n'appelait pas vision produit à l'époque, mais là où on se projetait, que finalement faire des lignes de code. Et donc, du coup, j'ai basculé côté PM. Donc, j'étais le premier PM. À l'époque, c'était pas le nom de PM. Ouais, C'était bien sûr. 2016, du coup. Et ensuite, du coup, j'ai eu la chance, ils m'ont donné la chance de pouvoir monter l'équipe. Donc, j'ai recruté plusieurs personnes, dont Nicolas. Et je suis parti de Cybele Angel en début d'année, après, du coup, 7-8 ans de boîte. Et après une petite pause, j'ai commencé chez Decathlon, donc en groupe product manager, donc un rôle de lead PM. Je pilote 9 PM sur les expériences digitales sportives. Donc là où le sport et surtout les produits physiques de sport rencontrent l'expérience et l'accompagnement du sportif. Que je fais du coup depuis, et là j'ai fêté mes 7 mois, 7 mois, 6e mois. Voilà. Excellent, déjà. Merci. Et merci bien, de nous accueillir. et On le fait sans la contrainte. ouais, c'est trop chouette. Comme vous le savez, avec Pachamama, j'aime beaucoup parler du sujet des carrières parce qu'il y a tellement mille et une façons de réfléchir sa carrière. Et en tout cas, moi, ce que j'ai envie de proposer avec Pachamama, c'est justement qu'il faut être proactif sur sa carrière et y réfléchir et pas se laisser balader par les tendances, les modes et les nouveaux postes qui arrivent. Et là, justement, le but, c'est qu'on creuse qu'est-ce qu'il y a derrière ce job de staff product manager. Ce que je vous propose pour démarrer, c'est qu'on puisse remonter le temps. Comment est venu Nicolas, tu as été embauché, si je ne m'abuse, en tant que product manager assez classique. Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé staff PM? Qu'est-ce qui a été le trigger? Si vous pouvez nous remettre dans le contexte. Je commence. Déjà, peut-être juste sur le contexte, c'était il y a 3 ans, c'est ça à peu près? T'es arrivé il y a 4 ans, et au bout d'1 an et demi, quelque chose comme ça, on a commencé à poser ces questions-là. C'est ça. Non, vas-y. Tu veux peut-être d'un point de vue. Je vais peut-être commencer par le point de vue organisationnel. Pourquoi on a fait cette offre, pourquoi on a construit finalement cette offre, et après pourquoi ça a résonné aussi avec Nicolas et avec son projet, on va dire un peu plus pro. Donc, déjà, j'étais dans une question aussi, moi, de parcours de carrière. Je me posais beaucoup de questions parce que j'avais pas mal de personnes. On avait un junior aussi qui était arrivé à l'époque, Hossein qui est arrivé. Et donc, du coup, je voulais structurer un petit peu le parcours de carrière. C'est facile de le faire au début, on a assez de matière. Et ensuite, aussi pour pouvoir, moi, me positionner. Ah oui, c'est aussi le moment où est arrivé un VP produit, donc au-dessus de moi. Donc, c'était un peu pour positionner un petit peu tout le monde. Comment tout le monde se positionne? Parce que tu arrives en même temps que le VP produit, Nicolas. Donc, moi, je commençais, ça me trottait un peu sur le cerveau. J'ai mis à peu près 6 mois, 1 an avant de poser ça. Et en fait, à me dire, c'est facile d'un côté, c'est facile de l'autre côté, surtout quand tu es déjà dans le management, le parti VP produit, lead ou directeur produit, c'est facile. La partie, on va dire, junior, intermediate, senior, commence à y avoir beaucoup de matière sur Internet, c'est facile, le contenu, tu peux réutiliser du contenu qui existe déjà en posant des questions aux gens. Puis il y a un endroit où
où ça jointe, et puis après, tu te rends compte qu'en fait, puis tu commences à lire des choses, puis tu te rends compte qu'il y a en fait 2 branches. Et du coup, ça te fait réfléchir, et en fait, ça a un peu résonné avec aussi des contraintes que nous, on avait en interne, avec des besoins d'imaginer des visions fonctionnelles transverses à plusieurs équipes. OK. En fait, on se rendait compte qu'il y avait des j'ai pas envie de dire de l'architecture, enfin, je peux dire de l'architecture, mais de l'architecture fonctionnelle comparée à OK. l'architecture de vraiment C'est un des technique. titres qu'on avait imaginé à un moment. Ah oui, c'est vrai. Au tout début, les fiches de poste en projet, on hésitait avec Product Architect. Bon, on n'a pas retenu ça, mais oui, c'est ça. On D'accord. n'a pas Ah retenu ouais, ça, mais OK. c'était un petit peu ça. Donc en Ouais, gros, c'est de tellement dire, c'était au cœur, quoi. OK. en fait, il y avait des trucs, il y avait des features, il y avait des besoins fonctionnels. Quand on montait dans un niveau d'abstraction, on se rendait compte qu'elles étaient les mêmes. Et on pouvait soit se dire, on s'en fiche, on avance dans nos silos, dans les feature teams, on avance et on livre les choses, ou alors on essaie d'imaginer un socle, je ne sais pas si c'est un socle un niveau au-dessus. Et donc, du coup, ça a un petit peu, il y avait ce besoin-là. Voilà. Et donc, du coup, j'ai formalisé un petit peu, et je me rendais compte que les seniors, parce qu'il y avait déjà des seniors dans l'équipe, il y avait un step de plus. Il y avait des attentes supplémentaires. D'accord. Et donc, c'est là où j'ai D'accord. un peu C'est ça qui commencé a à été un peu le trigger. conceptualiser un petit peu la branche, quoi. C'est ça qui a été le trigger. Donc j'entends bien, ça vous aviez déjà un career path qui commençait à être, pas mal structuré globalement dans l'équipe, comme tu disais. Et effectivement, avec ces 2 branches, donc du coup, tu as parlé des 2 branches, mais peut-être qu'on va expliciter, Ouais. c'est IC, contributeur individuel et management, j'imagine? Ouais, Hem, bah, du et coup, au début, c'était commun, mais donc il y avait un moment où je commençais à avoir 2 choses, et comme je le disais, c'était facile au début de construire le contributeur individuel, on va dire junior, senior, junior, intermédiaire, senior, parce qu'il y a mmh, beaucoup de matière, et ensuite, c'est facile de structurer la partie management, la branche management, mais en fait, on se rend compte assez rapidement que c'est pas la seule option, et donc mmh, finalement, qu'on voit apparaître en fait une deuxième branche, qui est une branche qui est en continuité finalement en tant que contributeur individuel ici. Ouais. Ouais, et puis du coup, je peux peut-être prendre le relais là-dessus. Moi, ça collait très très bien avec mes envies aussi, sur tout un tas d'aspects. Moi, j'ai assez tôt euh, pas voulu aller sur un aspect manager, en tout cas chez Sibel Angel. C'était un truc qui m'attirait pas, alors que bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Pourtant, j'aime beaucoup l'aspect mentoring et tout. Enfin, il y avait des points un peu particuliers aussi dans mon profil où à la fois j'étais pas le dernier à aider les profils plus jeunes, mais en même temps, je disais assez clairement que le pass lead m'intéressait pas spécialement. Et en plus de ça, j'avais cette envie de continuer à faire un boulot de PM et cet aspect contributeur individuel qui était hyper important pour moi. mmh, Et c'est un truc voilà, que je recherchais dans mon équipe, de dire je veux continuer à être sur des sujets complexes de product management, mmh. avoir vraiment les mains dans le cambouis. Et donc voilà, c'était un peu les rencontres de voilà, mes aspirations personnelles qui collaient effectivement aussi Mmh, avec ces besoins pour la boîte qu'évoquait Thomas. Donc au mmh. final, ça s'est fait. Je sais pas si c'est facile de raconter ça avec le avec le recul, mais j'ai l'impression que c'était quand même ça collait bien, quoi. Il y avait le besoin collait bien à la personne qui avait en face, donc Ouais. ouais, c'est Donc naturel. toi, c'était très clair que la voie du management pur, ça t'intéressait pas et du coup, c'est là où effectivement ça a fait sens, pour vous? Ouais, c'est après le sujet, tu vois, peut-être un petit peu plus compliqué au sens où moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais qui colle pas forcément à mon projet de vie aussi. Tu vois, il y a un truc, il y a certaines responsabilités, Mmh, certaines conséquences aussi que tu peux avoir sur d'autres personnes après lesquelles je courais pas. Peut-être que c'est quelque chose qui peut évoluer aussi avec le temps, mais voilà. Et donc ouais, ça s'est fait OK. aussi par rapport à ça. Du coup, ce que j'entends, c'est que vous avez co-construit ce nouveau poste. Comment vous avez défini concrètement ce qu'il y a dedans? Est-ce que vous vous êtes inspiré de la littérature américaine pour vous dire: «OK, je vois ce truc-là de staff». Comment vous en êtes arrivé là, quoi? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Je pense qu'on était quand même très égocentrique. On a plutôt réfléchi à Ouais, nos OK. besoins à nous, et on l'a Non, construit comme mais ça. J'ai très bien. peut-être, après, je t'avoue que je me souviens pas, je me suis peut-être inspiré de certains trucs Ouais, parce ouais. que tu lis un Non, peu au fur et mais à mesure, et tu t'engrèges de la connaissance. Mais je pense qu'on a été quand même heu, pragmatique. très pragmatique sur ce dont on avait besoin, OK. sur, aussi les envies, d'évolution de Nicolas, et le fait que ça collait, donc je veux dire, on a mis le truc a été Ouais, assez, c'est bien. c'était facile, on a eu de la chance, quoi.
aussi. Ouais, Et du au final, tu vois, l'aspect justement littérature et autres, j'ai l'impression qu'on l'a plus lu pour se rassurer, se dire c'est quand même chelou ce qu'on est en train de faire. Est-ce que tu vois, c'était plus une sorte de validation de effectivement ce que disait Thomas, de notre besoin très spécifique et de se dire ok, en fait, c'est pas complètement random. Il y a d'autres boîtes qui ont convergé vers un truc similaire, mais voilà, ça s'est fait plus dans ce sens-là qu'inspiré justement par les autres boîtes. Mmh mh. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ce boulot de staff PM? Parce qu'on en parle depuis le début. Est-ce qu'il y en a un de vous 2 qui veut prendre la parole là-dessus pour, décrire les différences entre un job de PM, senior, le cran du dessus du coup? C'est comme ça que tu as commencé à le décrire, Thomas, mais on peut peut-être rentrer dans le détail. Dans le détail théorique, tu veux commencer par la théorie ou la pratique? Qu'est-ce que ça impliquait pour vous, Euh, Vas-y. donc, rôle de contributeur individuel, donc en pratique, continuer à animer une équipe comme un PM normal, mais peut-être une plus petite équipe pour en fait se libérer du temps pour venir challenger le scope de toutes les features de tout ce qui est construit dans toute la boîte, pour ensuite construire une stratégie et venir alimenter la stratégie à un niveau directeur produit. Donc, ça, c'est dans les grandes lignes, hein, je te le pitch en une ligne. Concrètement, on avait une relation qui était quand même assez particulière, on se parlait beaucoup plus régulièrement. Nicolas était... je pense que tu passais du temps, je ne saurais plus exactement combien de temps, mais il y avait pas mal de temps avec les PM sur la relecture des features, et ensuite une place prépondérante dans la définition de la stratégie et sur la vision produit. En gros, pour prendre un petit peu cette hauteur-là. Il y avait une autre piste qu'on avait un peu explorée pendant un moment, c'est aussi le rôle de staff PM rester contributeur individuel, mais de prendre une feature team qui est clé pour le business. Vraiment Mmh. un élément vraiment. Ouais. Et donc, du coup, ça resterait Ouais. là où nous, on l'a imaginé très architecte, très transverse. Il y avait cette piste-là qui ne s'adaptait pas, nous, à notre organisation. OK. Mais peut-être pendant un moment, je pense au projet ADM, pendant un moment, tu as quand même pris un projet qui était quand même très clé, qui était un relais de croissance. Ouais, Tout en restant, ça a été un peu hybride. C'est vrai qu'on a été un peu hybride aussi. On n'a pas forcément non plus trouvé. Enfin, c'est vrai que moi, j'avais un peu envie de ce truc-là, de dire que le staff PM était aussi lié à une staff team, en fait, notamment côté ingé. Après, c'est pas forcément un équipe qu'on a trouvé. On avait un staff ingénieur avec lequel, de fait, je parlais énormément parce qu'il avait des problématiques similaires aux miennes, d'abstraction finalement de tout ce que faisaient les autres Ouais, équipes, bien sûr. et d'un point de vue technique. Mais le fait de concrétiser ça en une équipe dédiée, je pense qu'on n'avait pas la taille et ouais, pas forcément ça n'a pas été jugé bon en termes de... Du coup, il y avait une notion de programme management un peu dans tout ça, dans ce côté transverse, bien comprendre, ce que faisait chacun des PM aussi? Ou pas forcément? C'était pas forcément... Enfin, si j'espère ne pas me tromper sur le programme management, mais c'était moins de l'organisation et de la fluidification que de la proposition d'un cadre intellectuel presque. Tu vois, Thomas parlait d'abstraction. Vraiment cet aspect-là, tu vois, de Ouais. fournir un cadre qui venait s'élever au-dessus des fonctionnalités que tu faisais pour que les fameuses fonctionnalités s'inscrivent dedans. Tu vois, un cadre un peu abstrait. Mais comme le ferait un staff, tu vois, comme je sais pas, des codes, des guidelines Ouais. code. Moi, je le voyais un peu comme ça. C'est un peu la manière dont on va faire le produit chez Cybele Angel. Il y avait cet aspect-là. Dans l'aspect théorie, tu en parlais tout à l'heure, Thomas, ce que j'ai vu, du coup, notamment en littérature là-dessus, c'est que justement, c'est un peu ce que vous décrivez, c'est un job où tu dois interagir avec les personnes les plus compliquées sur les sujets les plus compliqués et les plus transverses, quoi. Et le but, c'est aussi réussir à créer un alignement entre tout ça et qui soit forcément en vision avec la stratégie produit beaucoup plus high level, quoi. En fait, il y a un gap. Si on prend un peu au global les équipes produites, tu as un gap. Si tu construis ta vision. Ok, tu as créé ton prototype, dans 3 ans, on veut être là. Très bien. Tu fais une stratégie, tu la pilotes avec des OKR, donc tu vas plutôt piloter, si tu as envie d'être plutôt orienté à impact team ou feature team, tu vas piloter avec des chiffres. Mais derrière, tu vas avoir des équipes tu vas leur donner de la liberté, tu veux leur donner de l'autonomie, tu veux les empower, hein, je ne cite pas la littérature de Marty Kagan, mais tu vas les empower pour pouvoir qui finalement imaginent les solutions qui sont propres, qui sont les plus adaptées à faire avancer leurs OKR. Et en fait, tu as besoin de créer une certaine cohérence.
dans ces solutions-là. Parce que Ouais. sinon, tu vas avoir un produit qui va devenir complètement. Ça va rajouter de la complexité, qui va devenir complètement ouais, biscornu, en fait, parce que tout le monde va Mmh. partir dans son sens, parce que lui, il a besoin d'un troisième bras et que lui, il a besoin d'un cinquième pied, tu vois. Mmh. Et en fait, c'est ça ce qu'apporte le staff PM. C'est ce OK. qu'il il va apporter une certaine structure en disant, OK, bah, très bien, toi, tu veux aller là-bas. Ta solution, je suis d'accord. On l'a challengé un petit peu, moi aussi. Il challengeait aussi les PM comme moi dans un rôle de manager qui challenge, qui mentor un PM. OK, ta solution, c'est ça. OK, dans le grand scheme of things, dans le truc plus large, dans notre vision qu'on se projette, eh ben, il y a ça. Tu sais que l'équipe d'à côté va aussi faire une brique qui va permettre de faire le lien entre, je dis des âneries, entre des objets Internet et puis un certain nombre d'informations sur ces objets Internet. Ben, regarde, donc vous pouvez imaginer une feature finalement cross-équipe. C'est toi qui vas l'apporter, parce que c'est toi qui en as besoin le plus tôt, mais tu vas l'imaginer avec des fondations qui vont faire qu'elle va pouvoir être réutilisée Mmh. par un tel. Mmh. Et on n'est pas dans de la. On n'est pas, parce que c'est là où ça se rapproche de l'architecte. Parce que finalement, tu vas t'attendre d'un architecte ou d'un staff Mmh. ingénieur qui fasse exactement la même chose. Que la solution technique qui est proposée à une solution fonctionnelle, au problème fonctionnel, soit la plus réutilisable, soit la plus scalable pour la boîte. Donc voilà, c'est ça. C'est vraiment ce côté. C'est presque ça. On pourrait résumer ça. Le rôle finalement qu'on a donné à ce staff, c'est le rôle de la scalabilité fonctionnelle. OK. Très clair. Avec, Voilà. je compléterais Ouais, aussi, ouais. tu vois, un aspect par rapport à ce que tu évoquais, Marion, sur le fait d'être aussi exposé peut-être au profil un peu plus compliqué de la boîte. C'est le choix du scope de contributeur individuel, il n'est pas anodin non plus parce que du coup, tu as une personne parmi les plus seniors, parce qu'a priori, c'est quelqu'un qui veut se diriger vers de l'expertise, donc qui a une vraie appétence pour ça, pour les sujets difficiles. Donc, ouais, on en a aussi profité. Moi, ça me faisait plaisir aussi, tu vois, pour que j'aille sur des sujets un peu plus tendus, quoi. On a tu parlais de notre projet. Voilà, on a eu des fois des projets qui se sont retrouvés un peu bloqués, qu'il a fallu reprendre. Et tu vois, Mmh. et, et cet aspect-là, il n'est pas si éloigné de l'autre aspect plus vision, comme l'équivalent de la vision tech, parce qu'aussi ça te donne un rôle très très différent et une voix très très différente dans l'équipe. C'est-à-dire que tu vois, tu as une équipe de PM qui te voit faire le PM sur des sujets qui des fois ils aimeraient pas trop prendre eux-mêmes. Il y a des trucs, et en fait ça crée, je sais pas si c'est le terme légitimité, tu vois, mais la voix de quand tu dis, en fait, je pense que ça serait pas mal si notre produit était fait comme ça, si on utilisait cette abstraction. Là, c'est pas la voix de ton manager qui veut ça sonne pas comme quelqu'un qui veut t'imposer un truc, c'est plus de l'évangélisation de quelqu'un à qui, j'espère, tu fais un peu confiance parce que tu l'as vu bosser sur des trucs Mmh. complexes. Donc Mmh. c'est une voix complètement différente, une forme d'autorité complètement différente, et c'est ça qui marche bien de mon point de vue, quand les deux voix arrivent à se compléter. Mmh. Ouais, C'est je vrai que trouve que dans c'est les vraiment 3 piliers pardon. C'est très bien sur les 3 piliers, mais moi, en résumé, il y a vraiment ce côté opérationnel, contributeur individuel sur les Ouais, sujets c'est ça. complexes et ce côté transverse. Moi, je Ouais. pense qu'une fiche de poste de staff, pour moi, je m'attendrais de voir ça. Ces 2 Ouais, ouais, axes, sous très une clair. certaine mesure, mais Non, mais on est très carré avec, finalement, vous avez suivi, ce qui se fait à peu près dans la théorie, parce que ce qui revient souvent, c'est un peu, les 3 piliers dont j'allais vous parler. C'est la partie pure craftsmanship, donc on va dire être un PM, assez classique quoi, discovery, delivery. En général, quand même sur un domaine particulier, c'est là où où on reprend la notion d'expertise que tu disais, Nicolas. Le deuxième, c'est forcément la product vision et stratégie, donc à un niveau, assez élevé. Et la troisième, c'est la dernière partie que tu mentionnais, Nicolas, c'est, les people, manager les people quand même. Même si tu as personne en direct, tu as quand même une notion de soit de stakeholder et à un niveau assez élevé, soit ce que tu commençais à nous expliquer, Nicolas, c'est que tu as aussi en interne et vis-à-vis des autres PM, une forme d'autorité et de légitimité qui vient se faire naturellement avec de par ce rôle-là, de par les responsabilités que tu as et de par les projets que tu leads en transverse avec eux, c'est ça? Ouais, complètement. OK. Et justement, est-ce que ça a été j'ai l'impression que tu l'as plutôt hyper bien géré, Nicolas, et que tu t'es parfaitement mis dans ce rôle-là et que tu as réussi à trouver cette posture. Mais est-ce que ça a été un challenge pour toi, justement, de passer de PM à staff PM vis-à-vis des autres membres de l'équipe? Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi? En fait, étrangement, tu vois, je trouve que c'est finalement très proche du métier de PM. Donc au Mmh. final, je trouve que ça simplifie pour nous PM, c'est-à-dire que de fait, en fait, on a souvent de l'autorité sans en avoir Ouais, sur plein de monde. Tu vois, notre relation aux ingés, elle ouais. est
elle est faite de ça, d'un truc où en fait, t'es le chef de personne, et pourtant c'est quand même toi qui va mener, inspirer sur certains trucs. Donc au final, tu vois, ce truc-là est venu assez naturellement sur le fait de le faire avec des PM. J'ai l'impression que les mécaniques sont les mêmes en fait. Les mécaniques sont les mêmes de respecter les expertises que tu as en face de toi, d'avoir il y a une question de posture aussi, mais enfin tu vois, j'ai l'impression que c'est les mêmes, ouais, vraiment les mêmes mécaniques. Toi, ça t'a pas demandé de changer ta posture justement vis-à-vis des autres PM en interne? T'as pas eu ce challenge-là? Bah, après, c'est quand même particulier parce que c'était une équipe qui s'était pas mal renouvelée. D'accord. Comme le disait Thomas, il y avait des gens que j'avais l'occasion de former aussi à leur arrivée, Ok. sans avoir à ce titre-là. Donc, dans le cadre très particulier de Cybele, en fait, je pense que c'est plus simple quand tu es arrivé naturellement à ce titre, ce rôle. Tu vois, ce qu'on se disait avec Thomas, au final, c'était presque, dans un sens, presque un état de fait, en fait, qu'on a concrétisé pour qu'il y ait un carrière pass, pour que voilà. D'accord. Mais Ok. je pense qu'on était déjà arrivé à ce truc-là, donc il y a moins eu à forcer. Je pense que c'est plus compliqué, ça doit être beaucoup plus compliqué en arriver sur un nouveau poste. Ouais. Ouais, Où là, ouais. où là, je t'avoue que je me poserais quand même pas mal de questions, parce que comment tu crées la posture de légitimité si tu n'as rien vu faire en tant que PM? Ouais, c'était une des questions que j'avais pour vous. Ouais. Bah, je pense que c'est un point à creuser. Pour moi, le staff PM est dans notre cas à nous, il s'est construit par l'expertise marché que Nicolas avait acquis, Mmh. l'expertise produit, il connaissait le produit par cœur, avec Bah son ouais. legacy, avec Ouais, son bien sûr. etc. L'expertise, on va dire, en tant que PM, il avait fait ses preuves, livré des choses, montré à des PM qu'il était capable de livrer vite avec de l'impact. Mmh. Et ensuite, la partie capacité d'influence et le réseau d'influence dans la boîte. Mmh. Il avait, je veux dire, il avait des relations assez proches avec l'ensemble des stakeholders, même très haut placés. Mmh. Donc il faut pas que, je pense qu'il y a un gap de passer dans une boîte qu'on connaît de senior à staff et arriver en tant que staff. Clairement. Ouais. Et ça je pense que c'est passionnant. Et je pense qu'il faudrait trouver le moyen. Je pense que c'est génial pour énormément de personnes. Mmh. Il faut trouver le moyen de dire que c'est un challenge tout en essayant de pas Ouais, bien sûr. inquiéter des gens. Je pense que c'est accessible. Ce que je veux dire, c'est que c'est accessible. Ouais. C'est accessible, mais ça demande. Je pense que en tant que directeur produit, quand tu vas Ouais. recruter ou lead ou CPO, quand tu vas recruter un staff, il faut s'attendre à un certain ramp-up, tu vois, où un PM va être, je dis des âneries, mais pas trop, en 3 mois, un PM, ça commence à être efficace, Mmh. ça Mmh. commence à déjà apporter de l'impact. Ouais. Je pense qu'un staff, il va falloir 3 à 6 mois, quoi. Mmh. En fonction, évidemment, de la seniorité de la personne et à quel point il va être capable de mapper le produit vite, mapper les contraintes du marché vite, mapper Mmh. les stakeholders vite, justement, si on reprend les axes, et faire ses Mmh. preuves sur quelques features. Ouais. Ouais, et puis moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a un challenge humain particulier au sens où, tu vois, je vais caricaturer un petit peu le truc, mais un staff engineer, c'est, de mon point de vue, assez facile de montrer très vite que tu es très fort techniquement, en compréhension, je trouve ça beaucoup plus dur pour un PM de Ouais. c'est faire ton taf, parce que ton taf, Du fonctionnel, ouais. il se voit que sur un truc un peu plus long. Donc je rejoins Thomas, il y a sur le temps de montrer que tu es capable de livrer, c'est hyper dur, quoi. Enfin, je pense pas que juste avec de l'attitude Mmh. et de la posture, tu puisses Ouais. convaincre que tu es légitime pour donner des conseils de product management. Parce que ouais, c'est un métier pas toujours très tangible, en fait, dans ses résultats, sauf quand tu as livré. Mmh. Donc ouais, je rejoins Thomas. Ouais. Je pense à Donc le conseil, que vous donneriez à des gens qui se posent la question, soit de faire ce boulot, soit de créer ce poste-là, c'est si vous pouvez privilégier en interne, si vous sentez que vous avez ce besoin-là de faire monter quelqu'un en interne, c'est la piste que vous recommanderiez, quoi? Ouais, c'est plus rapide. Et je repense à un truc dont tu voulais discuter, c'est que qu'est-ce que tu recommandes je pense que pour un CPO qui va recruter un staff PM, donc pour moi, interne d'abord, Mmh. peut-être, sauf si c'est un staff qui a déjà été staff dans le passé, peut-être l'accompagner sur ces 3 axes, l'accompagner sur la connaissance du produit, la connaissance du marché, la connaissance des stakeholders, faire en sorte Mmh. que
se faire, par exemple, tu vois, utiliser toi, ton réseau en tant que CPO, en tant que lead produit déjà implanté avec les différents stakeholders pour le présenter, le mettre dans des Mmh. meetings, etc., etc. Pas aussi avoir peur de perdre la main aussi, parce que ça peut être aussi des craintes aussi chez certains CPO head-off. Et ensuite, lui donner, je dirais même qu'il faut essayer de lui donner une victoire rapide sur le delivery d'une feature Ouais, pour ouais. asseoir l'expertise produit. Sauf s'il y a un gros gap, hein. Après, s'il y a un gros gap d'expérience, s'il y a 15 ans de différence entre le plus senior des PM et la personne, Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. et des personnes Très avec bien 15 ans dit. d'expérience dans le produit, il n'y en a pas beaucoup. Je dirais, tu vois, je troll un peu, mais je dirais qu'il faut lui donner une victoire, pas une victoire facile, tu vois. Ouais, une victoire. Oui, tu as raison. Ouais, rapide. On sent que tu aimes bien le challenge, Nico. Non, mais je pense que c'est important, tu vois. Que c'est Ouais, important. ouais. Ouais, c'est clair. Bah oui, pour montrer que tu es à un certain niveau, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Et question peut-être con, mais est-ce que vous aviez envisagé le titre de principal ou est-ce qu'il y a une raison qui fait que vous avez choisi staff plutôt que principal? Parce que pour On le avait coup, c'est assez similaire, j'ai l'impression, dans les organisations, finalement, ces rôles-là. discuté avec Mathias, donc Mathias Lévesque, ancien VP produit de Cyberengage, qui est maintenant chez Lydia et qui était anciennement chez Content Square. Et en D'accord. gros, je ne me souviens plus de la CPO de Content Square, je crois que c'est Lucie. Lucie, ouais, C'est absolument. ça. Et ben, elle avait, je crois, créé un poste de principal. Donc lui, il arrivait en disant, il y a des principales qui existent. OK. Il nous avait peu influencé, il nous avait laissé faire un peu notre choix sur OK. le rôle, justement. OK. Et après, j'avais récupéré aussi des fiches des carrières pass. Lui, il arrivait avec principal. Et puis, je sais pas Ouais. pourquoi. En fait, il y avait le staff engineer on avait un staff D'accord, c'est que vous engineer, mais aviez déjà staff en interne. il y avait cette envie D'harmoniser. d'harmoniser les. Ouais, c'est les RH qui avaient un peu poussé pour harmoniser. OK. Ce qui est bien. je me souviens bien, au tout début, cet aspect staff n'était pas global. Il était en fait sur une partie de notre produit, la partie plus tech, alors qui de fait représentait un gros morceau, donc c'était quasiment l'équivalent de tout, mais Ah oui. il y avait aussi cet aspect en fait, principal, tu peux intervenir n'importe où, sur n'importe quel sujet, n'importe quel PM peut avoir une discussion avec toi, ce qui a été le cas, je pense, sur la fin, même mission, enfin, du temps où on était ensemble dans la boîte avec Thomas. Mais au début, je pense qu'il y avait aussi cet aspect de se dire, peut-être principal, c'est aussi plus global. Et staff, enfin, on n'était pas si gros que ça, mais on imaginait un monde où il y aurait peut-être 2 staff. C'était très théorique, D'accord. parce qu'il n'y avait pas OK. Là où la principal, taille d'équipe pour, hein, donc on n'aurait jamais eu un Mmh. deuxième staff avant très très longtemps. Mais Ouais. de ce côté, je crois, le principal est plus global aussi, qu'on avait en tête. J'ai cherché un peu, ça varie énormément selon les nomenclatures de boîtes, et c'est dans les très, très grosses boîtes, type les GAFA qu'il y a vraiment les 2. Déjà, c'est vrai que Ouais. c'est rare de trouver les 2, même principal, en France, on en a encore assez peu. Mais Est-ce du coup, que a priori, il en existe dans quelques boîtes. Mais il en existe, ouais, il en existe bien sûr, je pense, chez, Brigad, ils en ont, il y en a plusieurs où ils en ont, chez Payfit bien sûr, mais c'est plutôt des scale-up, forcément, où ça commence à se structurer un peu et qu'il y a des carrières pass, très établies. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup de boîtes en France où il y ait vraiment les 2, mais ouais, ouais. Est-ce que justement vous pensez qu'il y en a pas assez et qu'il devrait y en avoir plus dans l'écosystème? Parce que maintenant qu'il y a énormément de PM, moi j'ai un avis là-dessus, mais je veux le vôtre d'abord. Instinctivement, pour moi, c'est quand même lié à une certaine complexité du produit. Mmh. On a un produit, chez Siemens, c'est du traitement de données à haute fréquence pour identification de fuite de données. Donc on traite, enfin, il y avait une certaine complexité technique. Mmh. Tu vois, moi, il y a potentiellement aussi des pistes là chez Decathlon sur les rôles de staff PM qui aujourd'hui se rapprochent plus de programme manager, parce qu'on s'est dit, on OK. est sur des problématiques d'IoT. On est sur des OK. problématiques où tu as un scope qui va du hardware, de l'électronique jusqu'à l'applicatif, l'application mobile Mmh. et l'application web. Mmh. Je pense que c'est intrinsèquement lié à ça. Je suis pas sûr D'accord. que, à part quand tu es Intéressant. vraiment sur du scaling assez élevé, OK. sur des produits, peu complexes, peut-être, des plateformes où tu vas peut-être sous-traiter énormément de briques, tu vas utiliser des trucs sur étagère, tu vas peut-être avoir moins besoin de rôle de SaaS. Mmh.
Donc, si on regarde le marché français, où tu as le marché français finalement est assez technique sur les startups, on crée beaucoup de startups très techniques sur l'IA. Donc, je dirais que oui, en France, on en aurait besoin. Mais ça va vraiment, pour moi, dépendre du marché, tu vois, dans le e-commerce. Ouais. Quand tu fais de la plateforme e-commerce, où tu vas prendre Shopify ou PrestaShop, je suis pas sûr qu'il y ait des besoins en staff. PayFit, tu parlais de PayFit, tu parlais de Brigade, où tu as Oui, là, PayFit, c'est il y a des plutôt le grosses systèmes de scaling paiement, qui c'est fait très que technique. ouais, Alors, ouais. pour moi, il y a deux axes. Soit Il y c'est a le les scaling, soit c'est la complexité. Et je OK. pense que, tu vois, là où nous, à 100 personnes, on a commencé à réfléchir, à 100 personnes, on a commencé à réfléchir à un staff. Là où je pense que si le produit était moins technique, on aurait peut-être attendu le stade 200, 300, quoi. OK. C'est mon avis avec les Ouais, ouais. différents échanges que j'ai eus. Je On rajoute n'a pas débriefé avant. composante, je pense, un peu humaine dans les deux sens. Déjà, je pense que c'est important d'avoir la bonne personne. Enfin, tu vois, de pas forcer le rôle si t'as pas une personne qui en coller, ou si dans ton recrutement, C'est un bon point. une personne. Et il y a aussi un point, on n'en a pas encore parlé, mais qui est ultra important, c'est aussi la compatibilité avec la personne qui a la direction produit. Parce que ça crée quand même des sujets potentiels d'ego qui sont compliqués. Tu as quand même une personne qui va aller dire la manière dont elle pense qu'il faut faire du produit à TPM. Évidemment, si les deux personnes ne s'entendent pas, échangent pas énormément, et qu'il y a des sujets d'ego qui, je pense, peuvent arriver quand même assez vite parce que c'est des profils assez experts potentiellement dans les deux tracks. Je pense que c'est un potentiel de catastrophe assez énorme. Il n'y a pas vraiment de deux têtes en réalité, hein, c'est quand même très clair. Et normalement, la personne de la direction produit manage sa PM, donc il n'y a pas Oui, d'ambiguïté oui, oui. dans Non, mais il l'équipe. faut particulièrement que le duo marche. C'est ça que j'entends en critère de succès, on va dire, pour les personnes qui se posent la question. C'est effectivement pas forcer le rôle et pas juste on a un poste à pourvoir, tiens, on va trouver quelqu'un. Il faut vraiment que ce soit la personne qui matche avec le manager et de former un vrai duo pour que cette influence, finalement, elle puisse se répandre, c'est ça? Ouais. Dans les grandes lignes, il faut être capable de se mettre sur une pièce, dans une pièce 1 heure et se dire ce qu'on pense très franchement, et de sortir avec un truc positif. Voilà. Parce qu'il y a des moments où tu as des divergences de choix de solutions, et il faut être capable. Donc il faut sentir, je pense, pour un head of CPO qui veut recruter. Je pense que tu es dans un recrutement où certes tu vas valider les différences techniques, les qualités techniques de craftsmanship. Certes, tu vas vouloir valider aussi la capacité de la personne à être éponge et à s'approprier très rapidement le marché produit, c'est ce qu'on disait, marché produit. Et ensuite, il y a l'humain. Genre, vraiment la relation, et on est sur de l'humain, pas les skills humains, on est vraiment sur du fit head-off staff. Fit mutuel, quoi. Ouais. D'où encore, et ça fait le lien avec potentiellement un recrutement interne. La recommandation, c'est un recrutement interne, parce que le fit a pu être éprouvé déjà depuis un bout de temps. Mais on a dit la question, c'est quoi ton avis, Marion, sur le marché et sur les staffs? Non, Tu vas pas t'en sortir comme ça. de très bons points, le duo, déjà. Je pense que c'est ça va être important à le donner en critère de succès, on va dire, pour ceux qui envisagent ça. On va bien se le noter. On va juste finir sur ton point. Tu disais, je veux que tu finisses de me donner ton avis sur les startups tu vois, qui sont très techniques. Quel pourrait être un trigger de création d'un staff PM, tu vois? Est-ce que pour un produit très technique, je dis n'importe quoi, à 2 PM et 50 personnes dans la boîte, ça s'envisage ou pas du tout, tu vois? Si on prend vraiment cet aspect-là très technique, Nous, on pour était être un trigger parti un peu après. Nous, pour des au moment où on l'a CPO, des créé, founders qui se posent la question, quoi. nous, c'était légèrement plus tard. On était Ouais, à 5 PM. Je crois, ouais. 5 PM, 150 personnes, ordre de grandeur. OK. 5 PM, 150 personnes. Et globalement, ouais. Et c'est à peu près, je sais que tu voulais potentiellement en parler, la différence entre staff et ops, mais c'est à peu près au même endroit où on s'est posé les questions sur les ops à ce moment-là. OK. Donc je sais qu'aujourd'hui, le sujet ops, c'est un peu plus connu, les gens commencent à apprécier l'endroit au moment où il en faut, donc voilà, il faut peut-être se poser la question au même moment. OK. Et je dirais plus tard sur des produits moins techniques, j'attendrai peut-être le recrutement d'1 ou 2 leads déjà. Donc ça veut dire déjà du middle management côté produit.
Et sur l'aspect trigger, moi, je vois aussi quand tu commences à avoir des divergences entre la manière de faire évoluer le produit, tes différents PM, que tu te sens pas forcément capable de rassembler, que tu D'accord. penses pas avoir le temps en Ok. tant que CPO de rassembler, et aussi la divergence entre la vision et le quotidien des PM, tu vois. Parce qu'il y a aussi ce liant-là, on en parlait tout à l'heure. Mm. Si tu sens que ta vision est trop éloignée de la réalité des opérations que mènent tes PM, peut-être que c'est aussi un trigger de se dire, bah, D'accord. un gap qui peut sans doute se combler avec du management dans une approche différente. Mais tu vois, c'est ça. Ah, ok. Ah, Euh, ouais, très bon point. comment on va Je combler comprends. Ah, ouais, c'est clair. ta PM, ça peut être une C'est option. clair. Ça, c'est Et, un... et- et mon avis, du coup, pour le donner, mais c'était sur Oui. un autre aspect, c'est pour ça que je voulais vous laisser vraiment développer ces points-là. C'est plutôt que bah, moi, je vois beaucoup de PM qui se posent des questions sur leur carrière et il y en a beaucoup qui veulent aller vers la voie du management parce qu'ils ont envie d'avoir des évolutions de salaire, Mm. plus que parce qu'ils ont réellement envie de manager ou parce qu'ils ont envie d'avoir des responsabilités aussi. Hein. Il n'y a pas que des gens qui sont attirés. Voilà. Il peut y avoir plein de raisons, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui prennent la voie du management un peu pour les mauvaises raisons, alors qu'ils n'ont pas nécessairement cette appétence ou cette envie, ou je pense que même eux, ils réalisent pas encore que c'est pas vraiment fait pour eux, parfois, quand je leur en parle. Et je trouve que en termes de salaire, ça a un petit peu augmenté ces 2-3 dernières années, dans le sens où un expert, effectivement, peut monter à des salaires qui commencent à être hyper intéressants, mais il y a quand même cette espèce de plafond de verre où passer 90K en étant un expert, un senior PM, c'est assez compliqué. Je dis ça, j'ai pas du tout en tête ce que vous aviez fait vous. Et voilà, il y a un peu ce plafond de verre et du coup, je pense que c'est aussi important de valoriser tous ces métiers d'expertise, tous ces métiers très seniors, que ce soit en termes de titres et ou en termes de salaire. Et justement, vous allez pouvoir nous raconter, vous, s'il y avait eu revalorisation salariale aussi à la clé, en même temps que vous avez défini ce nouveau poste ou pas, parce que ça peut aider aussi potentiellement des PM qui se posent la question là-dessus, quoi. Ouais, totalement. Point de vue-là, au final, c'était aligné, je parle sous contrôle, mais c'était aligné avec le marché sur la LPM. Enfin, j'ai l'impression que Ouais. c'était vraiment sur un pied d'égalité. Il y avait eu revalorisation et on est passé sur des tranches qui étaient similaires au lead. J'ai plus en souvenir les chiffres et je sais pas si tu peux les partager non plus. Non, non, mais en tout cas, c'était dans ces eaux-là. Ouais. Clairement, ça a perdu. Non, mais c'est bien, ça donne un équivalent quand même. Et oui, après, je pense que, et je fais le lien on parlait juste avant de la question staff lead. En fait, je pense que organisationnellement, en tant que head of, il y a aussi un choix d'organisation à imaginer qui est différent. On peut très rapidement, en fait, ça parle aussi sur les ops, on en parlera. On peut très rapidement partir sur du middle management et en fait dire que les leads qui vont manager les PM vont finalement avoir 2-3 PM et donc, du coup, avoir un peu plus de temps pour commencer à réfléchir à des choses transverses ou à réfléchir sur des choses transverses en termes d'implémentation, en termes d'implémentation ou en termes de process. Donc, projet process, les deux axes. Donc, avoir vraiment un profil qui est people, projet, process. Ou alors dire, en fait, il y a une personne qui est très people, et moi, finalement, mon rôle avec l'arrivée de Nicolas, il l'a shifté sur ce rôle très people management, process, finalement, même, on a embauché un ops, donc j'ai même c'est pas le bon terme, déléguer la partie process, et en fait, du coup, moi, je me concentrais sur la partie projet. Donc, la partie projet était plus orientée staff, donc vraiment, c'est sa transversalité sur le projet. La partie process était côté ops, et moi, je restais vraiment sur du purpose, donc de la stratégie très haut niveau, de la vision et du people. Ok, très clair. Si on prend les 4 axes, c'est ça. on peut l'imaginer différemment. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut l'imaginer différemment. On peut l'imaginer différemment, on peut l'imaginer avec des leads avec un rôle dilué. En fait, c'est une manière de voir ton organisation. Est-ce que tu es plus sur de la spécialisation, donc des managers de métier, des leaders, leadership c'est un peu particulier, mais des gens qui vont travailler sur du purpose très haut niveau, très stratégique. Du coup, des gestionnaires, des stratèges, on va parler de stratèges de staff, des architectes fonctionnels, j'aime bien, en fait, ce terme, il marche bien. Architecte De métier, des process, des gens qui vont t'aider à faire améliorer les process, faire les restits, faire en sorte qu'on s'améliore de mois en mois, de métier. D'où le fait que ça arrive à un moment du scaling, parce qu'à un moment du scaling, quand on regarde des grosses organisations, et moi,
monde de Decathlon, je commence à le voir. Dans les Ouais. grosses organisations, tu as une hyper spécialisation des rôles. Tu vas chercher de l'expertise dans le rôle. Ouais, Donc, bien c'est sûr. logique. Donc, soit c'est parce que tu grandis, soit c'est parce que ton marché fait que tu as besoin d'avoir des experts. Ouais, et moi j'ai aussi enfin, je suis très d'accord avec ce que tu dis, et je pense que ce choix il est d'autant plus important que le rôle de middle management, alors je connais pas énormément, mais le rôle de middle management dans le produit il me semble assez complexe. Parce que typiquement, on parlait d'accéder au top stakeholder. Bah, dans un sens, c'était plus facile, enfin, de mon point de vue, dans notre structure, d'avoir un staff PM qui était très proche finalement des stakeholders, que d'aller recruter une ou deux personnes en middle management qui étaient un peu entre deux, qui n'étaient pas forcément contributeurs individuels, qui n'étaient pas forcément dans l'aspect hyper stratégique. Et Ouais, je me suis toujours dit que ça devait être très dur en middle management d'aller trouver ta place intéressant. au niveau des stakeholders, et que du coup, cette organisation, alors, elle ne peut pas être retardée éternellement à l'arrivée du middle management, mais moi, je trouvais cet aspect-là pas mal, tu vois, d'avoir ouais, une personne je sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, qui est moins isolée en fait, d'avoir un staff PM qui est Ouais. dans le Je cœur de pense que l'organisation. c'est votre organisation et le cadre que vous avez créé qui est génial et bravo pour ça parce que j'ai l'autre penchant où je connais des gens qui étaient un équivalent de principal ou de staff, je sais plus quel était dans des scale-up assez matures en produits dans l'écosystème et qui sont revenus à des postes un peu en dessous parce que justement ils n'arrivaient pas à trouver leur place en fait ils n'étaient pas conviés typiquement aux réunions. Je sais pas si vous aviez des réunions voilà, de head-off, bah, typiquement, ou de lead, bah, t'es pas dedans, et du coup, tu sais pas vraiment ce qui se passe. Et pour certains, c'est pas évident de trouver leur place, et j'ai l'impression que c'est ce que vous avez bien réussi à créer, justement. Après, on était une structure qui faisait que les réunions de lead, c'était Nicolas et moi. Donc, ça Mmh. venait assez naturellement. Mmh. Ouais. Mais ça peut être un Mais challenge, effectivement. En fonction ah des oui, c'est un rituels qui challenge, je sont pense. déjà en place ou pas. Ok. Moi, vraiment, les axes sur lesquels les axes pour un CPO qui veut réfléchir à son organisation, c'est vraiment genre l'expertise, les contraintes de son marché et de son orga, quoi. Est-ce qu'il veut Mmh. scaler très très vite? Mmh. Et donc, du coup, il va vouloir créer des leads du middle management Mmh. structurés avec Ouais, des gens ouais, qui ouais. font des relais, ou est-ce qu'il va avoir besoin d'expertise? Et en fait, finalement, un staff, ça va être aussi, je pense que le staff va commencer à être teinté. Enfin, je pense que dans le rôle de staff, tu vas être teinté par le marché dans lequel tu as navigué. Tu vas aussi aller chercher, je pense que si le marché des staffs commence à grandir, on va aller chercher des staffs, machin. Je vais aller chercher un staff qui a fait de la cyber ou qui a fait du traitement de données. Je vais Bah, aller c'est chercher ça. un staff qui, Pour là où quelqu'un tu vas qui aller se met chercher à des des head-off, complexes. Ouais, c'est sûr. alors que des head-off, et moi j'en suis un exemple, j'ai fait de la cyber, je passe de la cyber aux objets connectés dans le sport. Ouais, c'est un Peut-être très bon c'est point. Très, très bon point. et peut-être c'est ça. Il faut peut-être creuser ça. Je sais pas. C'est Mmh. peut-être ça à valoriser Je aussi. pense Je qu'on pense aussi à un candidat. Un candidat, essayer de ouais, valoriser en fait c'est son clair, expertise son produit, expertise. mais marché. Ouais, c'est vrai que je le vois de plus en plus cette tendance, on va dire, cette dernière année où il y a un peu plus de concurrence côté candidat pour accéder à des postes et du coup, c'est vrai que quand tu as un vernis particulier, soit très technique, comme toi, Nicolas, soit en plus d'avoir une expertise sectorielle et que tu peux la revaloriser, c'est un peu plus facile aussi de faire progresser ta carrière. Mais effectivement, faut aimer son secteur, quoi. Après, il y a un storytelling, on peut regarder sur les secteurs d'à côté. En fait, Ouais. je pense qu'il faut Oui, aussi réfléchir dans la oui, manière dont tu vas présenter complètement, ton expertise. absolument. De dire, bah voilà, il y a des. Moi, finalement, dans mes échanges avec Decathlon, j'ai valorisé. Bon, déjà, moi, j'avais un background en électronique, donc ça Mmh. allait facilement. Puis j'ai valorisé en fait la complexité du produit, le côté traitement de données. Aujourd'hui, on fait des vélos GPS, donc on envoie des flux de données GPS qu'on doit Mmh. aussi traiter. Donc, tu as ces problématiques-là. Mmh. Des flux d'activités sportives avec du cardiaque, de la flux de données Mmh. physiques. On est sur des problématiques de consentement qui sont des sujets finalement légaux, et on sait que nous, dans la cyber, c'est aussi des sujets qu'on Mmh. va traiter. Donc Mmh mh. finalement, on arrive à, je pense qu'en termes de storytelling pour le candidat, d'arriver à trouver ces points-là. Mmh. Et finalement, c'est un point d'ailleurs, moi en tant que recruteur, hein, et je pense que c'est encore plus vrai sur les contributeurs individuels. Il y a encore beaucoup de PM qui sont dans la valorisation du craftsmanship PM. J'ai fait telle méthodologie, très dans le théorique de la méthodologie, et pas Ouais. beaucoup dans le marché et dans le produit. Et je pense que Mmh. c'est plus tu deviens senior, plus c'est important. D'où le fait que là, sur le staff, c'est clé, je pense. Complètement. Merci pour cette note finale. Nicolas, tu as un dernier point toi que tu veux ajouter, qu'on n'aurait pas discuté, un dernier conseil?
un dernier mot. Dernier mot. Non, peut-être juste rebondir sur ce que tu disais. Effectivement, c'est une voie différente. Je pense surtout insister là-dessus. C'est intéressant pour des profils qui se sentent pas forcément d'aller vers le management, de s'y trouver une voie dans laquelle il y a de l'épanouissement et il y a tout ce qu'on peut chercher. Donc ouais, il faut pas hésiter à, je pense, se renseigner là-dessus parce que je pense qu'il y a plein de gens à qui ça collera très bien, surtout chez les PM. Donc voilà, c'est cool que ça existe. Et ben, merci à tous les deux d'avoir témoigné aujourd'hui. Merci à toi de nous avoir invités Et et de puis, m'avoir relancé par email, vu comment je suis non-répondant c'est mon parfois. métier. Il faut. J'ai l'habitude. Il faut. Non, mais vous aviez une belle histoire à raconter. Et ouais, merci d'avoir accepté ce témoignage. Je pense que ça m'a inspiré, ou en tout cas amené de l'eau au moulin, comme on dit, c'est ça, pour tous les candidats et pour les CPO qui se posent la question. Donc, bonne journée à vous. Et puis à bientôt. Merci à toi. Merci, bonne journée. Tac. J'ai arrêté le